Bonjour à tous et puis bienvenue surtout sur ce webinaire webinaire du vendredi, un premier webinaire d'une série pour les OGD, mais qu'on a ouvert à tous et qui sont gratuits. Aujourd'hui, le sujet, c'était les acteurs du tourisme agissent pour la biodiversité et la santé du végétal. Et on a 3 structures qui vont intervenir, Fredon Occitanie avec Sophie et Florian, l'Agence régionale pour la biodiversité avec Cécile et l'Office français de la biodiversité avec Delphine. Cécile, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà, ça nous paraissait important peut-être juste avant de laisser la parole aux intervenants, de replacer un petit peu le contexte. On est sur un premier webinaire d'une série, comme je le disais tout à l'heure. Et si tu peux passer à la slide suivante, Cécile, s'il te plaît. Merci. Donc, ce calendrier de webinaire, il s'insère lui-même dans une vision un peu plus globale sur l'animation du réseau des OGD. Donc, on a une feuille de route depuis l'année dernière. Et donc, en 2025, on travaille sur 4 dossiers avec 2 grands fils directeurs. C'est comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler ensemble entre OGD, entre institutionnels du tourisme, et comment est-ce qu'on accompagne l'évolution des métiers et des structures en OGD. 4 dossiers, une solution de mise en relation, souvent on l'a appelée annuaire, elle n'a pas encore de nom, mais voilà, pour vous dire un peu pour info, on prévoit peut-être un lancement à l'automne, c'est un sujet qui avance encore. On fait aussi des rencontres de proximité où on vient vous voir sur le terrain. Donc ça, on a tout un programme, un calendrier qui existe. Et on fait aussi des sessions en intelligence collective qu'on appelle des rendez-vous métiers et où on réunit les homologues, conseillers en séjour entre eux, chargés de communication entre eux. Et l'idée, c'est de pouvoir réfléchir aux problématiques et aux solutions aussi que l'on a et qu'on peut partager au réseau. Et le 4e dossier, c'est ces fameux webinaires. Donc Cécile, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Je vous ai remis très rapidement le calendrier. On va vous envoyer les liens si vous souhaitez vous inscrire. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la slide suivante, s'il te plaît, Cécile. Alors, je vais faire entrer les dernières personnes dans la salle, pardon. Comme je le disais, avec l'OFB, avec l'ARB, avec Fredon Occitanie, ce sont 3 structures que nous, on connaît puis on a rencontrées à travers Villes et Villages Fleuris, que l'on anime à l'échelle régionale. Et c'est vrai que je pense que ni l'OFB, ni l'ARB, ni Fredon Occitanie, ni le CRT aiment travailler en silo. Donc, ça faisait sens pour nous aussi de travailler au-delà de Villes et Villages Fleuris, aussi sur le réseau des OGD. Vous partagez un petit peu tout ce que ces 3 structures font et voilà, comment est-ce qu'elles peuvent vous accompagner. Sans plus tarder, je vais laisser la place aux intervenants parce que c'est eux que vous êtes venus voir aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est Cécile qui commence. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va vous présenter collectivement des petites notions concernant la biodiversité, des cadres d'action volontaires pour agir en faveur de la biodiversité, puis quelques outils et agendas qui peuvent vous être utiles dans vos métiers du tourisme. Voilà, donc je vais commencer par me présenter et présenter notamment la structure à laquelle j'appartiens. Donc je suis Cécile Bedel et je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie, qui est une structure qui a été créée à la fois par la région, mais aussi par l'Office français de la biodiversité que représente ma collègue Delphine qui interviendra juste après. Donc nous, on est un établissement public de coopération environnementale, c'est-à-dire que notre ADN, c'est vraiment de faire coopérer des acteurs autour des sujets de la biodiversité pour que cette notion, cette préservation de la biodiversité soit bien intégrée dans les pratiques. Et on a 3 grandes missions pour ça. La première, c'est la valorisation de la connaissance et la mobilisation citoyenne. On porte par exemple un observatoire régional de la biodiversité avec un travail très collectif autour de la production d'indicateurs, de l'état de la biodiversité, des pressions qui s'exercent sur elle et puis des actions pour justement favoriser la biodiversité. Et du coup, le dernier en date, par exemple, de ces indicateurs qui vient d'être publié, c'est celui sur les poissons où on va pouvoir voir quelles sont les espèces en présence en Occitanie, quelles sont celles qui ont disparu. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Notre deuxième grande mission, c'est une mission plutôt de mise en réseau de gestionnaires d'espaces naturels. Donc là, vraiment un réseau métier avec une animation qui permet à des personnes qui travaillent à la gestion d'espaces naturels dans les parcs naturels, par exemple, ou dans les réserves, ou dans tout type d'espace géré ou protégé, de travailler ensemble, d'échanger leurs expériences et de monter des groupes de travail parfois très spécifiques pour une mission en particulier. On vous fera état en fin de webinaire d'un des fruits de ces travaux.
Et puis, la troisième grande mission qui est, la plus dense, disons, à l'Agence régionale biodiversité, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, où là, on va élaborer des guides, par exemple. Le dernier, un des derniers en date, hein, c'est, le guide qu'on appelle Plantons local, où vous allez trouver toute une palette de végétaux pour, planter plutôt des espèces indigènes et favoriser la biodiversité locale. On va aussi organiser des formations. La semaine prochaine, on va former, des personnes qui travaillent sur les chantiers d'EFAGE, par exemple, à prendre en compte la biodiversité dans leur métier. Et on va également appuyer les porteurs de projets pour le montage de projets qui peut être thématique, par exemple la transition agroécologique, l'adaptation au changement climatique, et cetera. Donc là, on a vraiment un panel assez large de missions. Voilà pour présenter la structure. Donc moi, j'appartiens plutôt au pilier 3, à la mission 3, pardon, accompagnement des porteurs de projets. Et on parle de biodiversité depuis le début et je vais me permettre de vous en donner un peu les contours parce que qu'est-ce qu'on entend par biodiversité? De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de la diversité du vivant et ça, on l'a défini en 3 niveaux finalement. La diversité des milieux, vous avez les petites images en haut, milieu montagnard, milieu forestier, milieu désertique, milieu aquatique, et cetera. Donc une des composantes de la biodiversité, ce sont bien tous ces milieux. Et puis, il y a aussi la diversité des espèces. Ça, c'est la différence entre, un oiseau, une bactérie, entre vous et une violette, par exemple. C'est vraiment toutes ces espèces qui, existent. Et le troisième niveau qu'on considère, c'est celui de la biodiversité génétique au sein d'une même espèce. Donc là, c'est la différence entre les individus eux-mêmes, illustrés là sur la diapositive par les coccinelles, ou alors la différence entre nous tous qui sommes dans cette salle virtuelle de la visio. Et donc, notre diversité du vivant, c'est finalement ces 3 niveaux, mais aussi les interactions entre eux, entre les individus et leurs habitats dans les milieux, et cetera. Donc on a vraiment, une biodiversité qui n'est pas seulement qu'un catalogue d'espèces, c'est aussi toutes ces interactions et on peut considérer, voilà, que tout est lié et qu'on est, dans une imbrication du vivant quand on parle de biodiversité. Alors la biodiversité, c'est vraiment le socle sur lequel nous, société humaine, on s'est construit, on a construit nos activités. Et c'est vrai qu'on a des enjeux forts à conserver cette biodiversité, ou en tout cas à la considérer, parce qu'en fait, elle nous sert bien, cette biodiversité. Alors à quoi elle nous sert? Nous, on va parler de services écosystémiques. Elle va nous rendre des services. Elle va nous rendre des services dits d'approvisionnement. En fait, on a de la biodiversité qui va nous servir, par exemple, à la construction ou à l'énergie avec le bois. La biodiversité, c'est aussi notre pharmacie. Par exemple, l'aspirine, elle est, issue d'un dérivé d'écorce, du saule. On va avoir aussi évidemment toute l'alimentation parce qu'on mange, ce qu'on mange, c'est 100 de la biodiversité vu qu'on ne mange pas de cailloux, voilà. On est vraiment dépendant de ces services d'approvisionnement pour tout un tas de choses. Le deuxième type de service, qu'on évoque, c'est celui de la régulation. Donc la biodiversité permet évidemment la régulation, du climat, de la qualité de l'eau et de l'air, par exemple, permet, la régulation des événements extrêmes comme les canicules, inondations, et cetera. Et puis dans les services de régulation, on a aussi la pollinisation. Il y a 35 du tonnage de ce qu'on consomme, nous, humains, qui provient de la pollinisation. Et la pollinisation, c'est pas seulement le miel et les abeilles, c'est, vraiment tout ce qui peut, avoir attrait à la production, végétale notamment. Et puis il y a un service, que nous rend la nature et qui est aussi évident et qui nous concerne particulièrement ici, c'est tout ce qui relève du loisir, du bien-être à être dans la nature. Donc la biodiversité nous offre ça aussi et de l'inspiration. Et puis même l'inspiration jusqu'à aller au biomimétisme, par exemple, le velcro qu'on connaît tous pour attacher nos chaussures, c'est directement, inspiré d'une plante. Donc on a vraiment ces 3 services en particulier qui nous servent à nous humains. Après, il y a un quatrième service qu'on peut appeler soutien de la biodiversité à elle-même. Par exemple, la formation des sols permet de faire pousser aussi les végétaux. Donc, on a ce service en plus très transversal de soutien à la biodiversité. Donc, la biodiversité, elle est partout. C'est ce qu'il faut retenir. Et si on zoome un peu en Occitanie, on a une région qui est très
qui propose en tout cas des milieux naturels très diversifiés. On est la 2e région française la plus boisée. On est la 2e région française en superficie agricole et d'ailleurs les milieux très ouverts comme ça, les belles prairies qu'on a en Occitanie, c'est vraiment un milieu naturel qui est celui qui est dominant dans notre région. Et puis on a par exemple aussi des milieux rocheux en montagne qui sont en très bonne conservation. Donc on a cette spécificité-là d'avoir des milieux naturels très diversifiés avec là encore une spécificité régionale qui est celle d'avoir des lagunes en bord de Méditerranée. On a 40 000 hectares de lagunes, c'est conséquent, avec une richesse en biodiversité marine, une interface avec la biodiversité marine qui est particulièrement riche. Je fais un zoom sur les zones humides également, qu'on va retrouver ce qu'on appelle en tête de bassin, donc plutôt dans nos châteaux d'eau des Pyrénées et du Massif central, qui vont être certes des tout petits milieux, parfois humides, entre terre et milieu aquatique, mais qui vont nous servir d'éponge lorsqu'il va y avoir des épisodes de crue ou de pluie intense, mais aussi d'alimentation en eau dans des périodes de sécheresse. Donc on a des milieux à fort enjeu, notamment dans ces milieux de montagne ou de tête de bassin, en Occitanie en particulier. Et puis, il n'y a pas seulement les milieux, je disais tout à l'heure, la diversité des espèces est également très particulière en Occitanie, puisqu'on est sur ce qu'on appelle un hotspot, un point chaud de biodiversité. Il y en a 6 dans le monde, et en Occitanie, on a une partie de la région qui est particulièrement riche en biodiversité. Un seul chiffre, vous pourrez reconsulter ces chiffres ultérieurement, mais là, par exemple, 91% des chauves-souris de France métropolitaine se trouvent en Occitanie. Donc, on a vraiment un patrimoine qui est assez unique et riche dans la région. Et donc, en découle évidemment une responsabilité pour préserver cette biodiversité sur laquelle on s'appuie beaucoup en termes d'activité et aussi en termes de tous les services qu'elle nous rend finalement. Donc, je voulais illustrer avec un petit déjeuner, avec ou sans biodiversité, avec ou sans les services qu'elle nous rend de régulation, par exemple, je parlais de la pollinisation tout à l'heure. On voit que ce serait bien plus triste de manger sans l'aide de la biodiversité. Donc, bon, elle ne nous rend pas des services qu'à nous, évidemment, il faut un petit peu s'élever pour considérer ce message-là, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une double relation avec la biodiversité. Évidemment, on en a besoin, elle nous sert, mais aussi on participe à son érosion. Donc, c'est là où je voulais un petit peu avancer et zoomer sur la situation actuelle. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la biodiversité est menacée. Donc, il y a de forts enjeux à la préserver, voire à la restaurer. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui montrent vraiment ce déclin de la biodiversité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le GIEC, qui est le groupe d'experts qui travaille sur le changement climatique. Eh bien, il y a le pendant sur la biodiversité qui s'appelle l'IPBES. Et ce que nous dit l'IPBES aujourd'hui, c'est qu'il y a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction dans le monde. Je parlais tout à l'heure des zones humides, qui sont des milieux à fort enjeu, qui sont très utiles. Eh bien, aujourd'hui, on considère que 87% d'entre elles ont disparu. Donc, ce que nous dit l'IPBES, c'est qu'on est là face à une 6e extinction de masse en matière de population de la biodiversité. Un autre chiffre assez éloquent, c'est que quasiment 70% des populations de mammifères ont décliné depuis 50 ans. Donc, on a vraiment une situation de déclin des espèces qui est considérable. Et puis, si on zoome un petit peu, là, j'ai mis des chiffres qui concernent les oiseaux en France. On voit que la diversité aussi des espèces, pas seulement l'abondance, mais aussi la diversité est menacée, puisque on voit que les espèces généralistes, donc qui sont inféodées à plusieurs milieux et qui ont des facilités à s'adapter, vont continuer d'augmenter, alors que les espèces qui sont spécialistes, donc qui vont être inféodées à un seul milieu naturel, vont, elles, être sur le déclin. Si on le regarde un peu plus précisément, on voit notamment que en jaune, les espèces des milieux agricoles ont diminué depuis les années 90 de 36%. C'est considérable. Et par exemple, il y a 3-4 ans, il y a une espèce de pie-grièche à poitrine rose, elle s'appelle, qui était inféodée au milieu vraiment agricole, qui a disparu de France. Le seul couple qui restait était en Occitanie. Donc, c'est une espèce migratrice, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Et du 21e siècle, c'était le premier vertébré à disparaître. Donc là, on est vraiment dans une illustration très forte de ce déclin des oiseaux, notamment. Et puis, si on regarde le chiffre en rouge aussi, on voit que dans le milieu bâti,
certaines espèces aussi ont un déclin très fort, moins 33% depuis 90. Un seul chiffre là aussi, vous savez que les pigeons bisets, alors on en voit un peu partout, eh bien on a plus 250% d'espèces actuellement par rapport aux années 90. Alors qu'en revanche, sur le milieu bâti, les hirondelles des fenêtres qu'on connaît tous, et bien maintenant, elles sont dans les listes rouges quasi menacées et elles ont diminué de quasiment 50% ces dernières années. Donc, on est là vers voilà, une standardisation, pardon, pas du tout une spécialisation justement, de la biodiversité, ce qui est une menace également pour tous les services qu'elle nous rend. Alors, je disais qu'elle est menacée, et qu'est-ce qui la menace? On a déjà parlé de certains facteurs d'érosion de la biodiversité, mais l'IPBES en a vraiment ciblé 5. Donc, le changement d'usage des terres et des mers, donc ça c'est particulièrement l'artificialisation des sols ou par exemple l'exploitation d'un sol qui était naturel. Il y a aussi la surexploitation de certains organismes, on parle ici de la surpêche par exemple, les changements climatiques bien sûr, la pollution, et puis les espèces exotiques envahissantes. Quelques chiffres pour illustrer ça encore une fois. Alors à l'échelle mondiale pour la surexploitation, sachez que plus de la moitié des océans est exploitée par la pêche industrielle. Donc là, c'est vrai que sur les dernières années, notre prélèvement dans le milieu naturel a quasiment doublé depuis les années 80. Donc on est sur là une menace sur la biodiversité en termes d'extraction et de quantité qu'on en prélève. Si on rezoome sur Occitanie, l'impact et le facteur d'érosion changement climatique peut être illustré par la fonte des glaciers. On a 50% des glaciers pyrénéens qui ont disparu ces 35 dernières années. Et donc, ça a un impact évidemment sur la biodiversité inféodée au milieu montagnard, mais aussi ensuite, puisque la fonte n'alimente plus les cours d'eau, sur aussi la faune, la flore aquatique et également les milieux aquatiques et humides. L'artificialisation des sols, donc c'est un autre facteur d'érosion, peut être illustré par le fait qu'il y a 52% des territoires artificialisés en Occitanie entre 90 et 2018. Donc là, on a aussi une accélération et on note que les milieux sauvages n'existent plus qu'en haute montagne finalement. S'agissant de la pollution lumineuse, là un petit point positif tout de même, puisque la pollution lumineuse, elle impacte beaucoup la biodiversité nocturne. Mais là, on avait 91% du territoire qui était soumis à une pollution très forte. Aujourd'hui, on s'améliore. Alors c'est vrai que le prix de l'énergie a beaucoup contribué à ça, mais entre 2019 et 2023, on a vraiment une nette amélioration pour la biodiversité nocturne, qui est vraiment la majeure partie finalement des espèces vivent la nuit ou ont besoin de l'alternance jour-nuit. Donc il y a un très fort impact de la biodiversité sur la biodiversité nocturne de la pollution lumineuse, et c'est très important qu'on puisse aboutir à l'extinction progressive des lumières artificielles pour les préserver. Et enfin, le dernier facteur d'érosion, c'est l'intégration des espèces exotiques envahissantes qui sont amenées par l'homme, qui ont la capacité à se démultiplier rapidement, qui s'acclimatent très bien et qui se démultiplient même très loin du pied-mer pour les plantes exotiques envahissantes. Eh bien, il y en a énormément qui sont recensées en Occitanie, déjà 125 espèces de plantes, elles ont doublé en 40 ans. Là, on voit le Boudleia, alors c'est une jolie herbe à papillons, mais sachez qu'elle est plutôt en concurrence avec des espèces indigènes, ce qui n'est pas bon pour notre biodiversité. Et puis les espèces animales, comme le moustique tigre qu'on a vu arriver récemment, mais il y en a 44 espèces exotiques envahissantes avérées en Occitanie aujourd'hui, et ça, ce nombre, il a triplé dans les 40 dernières années. Il y en a bien d'autres espèces de faune. Donc voilà, pour faire un petit panorama de ce qu'est la biodiversité, à quoi elle nous sert, et puis quels sont les enjeux, les menaces, les facteurs d'érosion. On est là avec la biodiversité sur un tissu du vivant. Vous voyez que tout est imbriqué, comme un vêtement. Si on tire sur un fil, il y a tout qui se détricote. Donc il faut vraiment la considérer, la préserver, voire la restaurer. Et puis il existe des actions pour ça, des démarches volontaires dans lesquelles tout type d'acteurs peuvent s'intégrer. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui pour des démarches à des échelles locales. Et je vais laisser la parole à ma collègue Delphine qui va vous présenter une des actions en ce sens. Bonjour à tous, merci beaucoup Cécile, merci Hélène pour l'invitation à ce webinaire. Je trouve que la démarche est très intéressante. Donc moi je vais tout d'abord me présenter, donc Delphine Young, je travaille à la direction régionale Occitanie de l'Office français de la biodiversité dans le service appui aux acteurs et mobilisation des territoires.
Diapo suivante, s'il te plaît, Cécile. L'OFB, en quelques mots, en fait, c'est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité. Il a été créé le 1er janvier 2020 et il est placé sous la tutelle des ministres de l'Environnement et de l'Agriculture. Alors, l'OFB, c'est environ 3000 agents répartis sur tout le territoire. On compte à peu près 2000 agents de terrain et 1700 inspecteurs de l'environnement. Diapositive suivante, s'il te plaît. En Occitanie, voici, je pense que les PowerPoint vous seront délivrés après le webinaire, parce que je vous ai mis pas mal de liens dans ma présentation, donc ça pourra peut-être vous être utile. En Occitanie, voici la carte d'implantation. Donc, on trouve un pôle national basé à Montpellier. On trouve également les services régionaux qui sont répartis entre Toulouse et Montpellier, et dans chaque département, vous avez une implantation, un service départemental avec mes collègues qui sont présents donc, dans tous les départements d'Occitanie. Nous avons 5 grandes missions à l'OFB. On est chargé donc de développer la connaissance scientifique et technique des espèces, des milieux et de leurs usages, mais aussi de surveiller et de contrôler les atteintes à l'environnement, c'est ce qu'on appelle la police de l'environnement, de gérer les espaces protégés qu'on a en gestion, différents espaces, réserves naturelles ou autres, d'appuyer la mise en œuvre des politiques publiques, bien sûr, et enfin, de mobiliser l'ensemble de la société, donc acteurs socio-économiques comme citoyens. C'est sur ce volet-là qu'on va plus insister aujourd'hui. En tout cas, le dispositif, le cadre d'action que je vais vous présenter ce matin s'intègre dans cette mission de mobilisation de la société. Diapo suivante, s'il te plaît, Cécile. Merci. Alors, donc, trois outils vont vous être présentés ce matin. Moi, je vais donc zoomer sur les atlas de la biodiversité communale, qui est un dispositif donc, qui est à destination des collectivités territoriales. Donc, les structures qui portent un ABC peuvent être communes, intercommunalités, syndicats mixtes de parcs naturels régionaux, PETR. Et donc, juste pour préciser, donc les ABC, c'est un outil donc, qui va vous être présenté aujourd'hui, mais qui est bien complémentaire des autres outils type territoire engagé pour la nature ou les outils engagés pour le végétal qui vont vous être présentés juste après. Un ABC, c'est un outil qui permet de recenser, d'évaluer et de valoriser la richesse écologique d'un territoire, donc soit à l'échelle communale ou à l'échelle intercommunale. Il est basé sur la connaissance, la mobilisation, sensibilisation des habitants du territoire et la préservation de cette biodiversité qui se fait via la rédaction d'un plan d'action en fin d'ABC et via l'intégration des données recueillies pendant l'ABC dans les documents de planification type PLU, plan local d'urbanisme ou PLUI. Cet ABC, il offre plusieurs avantages pour la collectivité qui s'engage dans ce type de dispositif. Il permet tout d'abord de sensibiliser les habitants et de les impliquer concrètement dans la préservation du territoire. C'est-à-dire que les habitants, ils vont être amenés à réaliser des inventaires via les séances participatives, où ils peuvent être amenés à réaliser des chantiers participatifs de restauration de milieux, de plantation de haies ou autres. Et cet outil ABC, il permet également de prendre aux élus de prendre des décisions éclairées en matière d'aménagement du territoire et de gestion au quotidien de la collectivité d'ailleurs. Les deux productions obligatoires d'un ABC, c'est une cartographie des enjeux et la rédaction d'un plan d'action. Diapo suivante, s'il te plaît, Cécile. Alors, l'OFB finance ce dispositif d'atlas de la biodiversité communale à hauteur de 80% des dépenses éligibles. J'y reviendrai dans la diapo juste après. Mais ça, cette diapositive, c'est pour vous donner un peu voilà, où on en était des ABC à l'échelle du territoire français. Donc, 3600 communes couvertes. Un projet qui dure entre 3 et 4 ans. Donc, il faut
un peu de temps quand même hein, pour monter, faire adhérer l'ensemble des élus, l'ensemble des habitants à ce dispositif. Le coût moyen d'un ABC a été estimé en 2023 à 48 000 € pour une commune, mais bien sûr, c'est un coût à prendre avec des pincettes puisqu'il est très variable en fonction de la taille et des enjeux du territoire. C'est une démarche partenariale qui associe de nombreuses structures et c'est un dispositif complémentaire d'autres financements, comme par exemple les financements liés au fonds vert qui permettent, à la fin d'un ABC, de mettre en œuvre certaines actions définies dans le plan d'action, par exemple la restauration d'un linéaire de haies ou d'une zone humide qui peuvent être financées au titre du fonds vert. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres actions qui peuvent être proposées à la fin d'un ABC. Diapositive suivante. Donc, en Occitanie, on a, si tu peux encore cliquer un coup, parce que je crois que tout n'est pas apparu, merci. En Occitanie, on a une centaine de projets lauréats qui sont soit terminés, soit en cours de réalisation. Et ces 100 projets couvrent à peu près 10% du territoire, enfin 10% des communes occitanes, puisque ça couvre à peu près 400 communes. Désormais, tous les départements sont concernés par au moins un ABC et on est plutôt dans une dynamique de financement assez positive parce que si vous mettez de côté l'année passée qui a été un peu exceptionnelle en termes de financement en 2024, on est plutôt dans une dynamique de financement à la hausse puisqu'on a cette année 8 millions d'euros qui sont à l'échelle nationale, destinés à l'échelle nationale. Hein. Pas à l'échelle régionale, destinée à financer cet outil. Diapositive suivante. Oui, la commune de Mialet participe, en effet. Je vois les commentaires en même temps. La campagne ABC 2025, là, je vous ai mis tous les liens pour que vous puissiez soit communiquer sur ce dispositif auprès des différentes collectivités avec lesquelles vous travaillez. À la fois, là, vous avez l'ensemble des liens pour pouvoir déposer une candidature. Peut-être simplement de vous préciser que les candidatures doivent être déposées sur la plateforme Démarche simplifiée, donc au fil de l'eau, hein, elles peuvent être déposées n'importe quand dans l'année. Cependant, si une commune veut être financée sur l'année 2025, il faudra qu'elle dépose son dossier avant le 16 juin. Donc, je voulais insister un petit peu là-dessus parce que il me semble que c'est une donnée assez importante. Et peut-être de vous préciser… non, je crois que c'est tout. Diapo suivante. Alors, enfin, pour finir, je voulais zoomer pour vous donner un peu des éléments concrets de comment certaines communes qui ont des enjeux touristiques forts ou intercommunalités qui ont des enjeux touristiques forts sur leur territoire ont réussi à faire le lien avec ABC, à utiliser l'ABC pour travailler sur les enjeux touristiques de leur territoire. Donc, on a un exemple, par exemple, très concret d'un ABC qui vient de se finir sur la communauté de communes du Volvestre, dans le 31, il me semble, qui se sont appuyés sur, en fait, l'Office du tourisme pour réaliser l'ensemble une grosse partie des actions de mobilisation, de sensibilisation du public ont été réalisées en partenariat étroit avec l'Office du tourisme. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'est toujours très compliqué de faire venir les gens à des animations nature quand elles sont uniquement orientées sur la préservation de la connaissance ou la préservation de la biodiversité. Et là, ce qui était intéressant, c'est que l'Office du tourisme a gardé son programme d'animation sur le patrimoine historique et culturel de la commune et ils ont greffé des sujets biodiversité sur ce programme d'animation. Et ce qui fait qu'il y a eu vraiment un taux assez important de fréquentation sur ces animations. On peut avoir des 50 participants, par exemple. Donc, je trouvais que c'était, par rapport aux autres résultats qu'on peut avoir hein, sur ce type d'intervention, c'était tout à fait intéressant.
Après, il y a d'autres communes, comme la commune de Saint-Antonin-Nobleval dans le 46, qui est en train de se lancer dans un ABC, qui va utiliser l'ABC pour gérer la fréquentation touristique et pour réguler la pratique de sport de nature en fonction des enjeux du territoire. Parce que c'est un territoire où il va y avoir un peu des conflits sur certains secteurs à fort enjeu écologique et sur lequel il va falloir faire ce travail un peu d'orientation des flux touristiques ou des pratiques de sport de nature, de régulation. Ça, je trouvais que la démarche était assez intéressante. D'autres collectivités vont utiliser la connaissance du patrimoine naturel qui va être révélé pendant cet ABC pour faire un sentier de découverte avec des panneaux et valoriser le territoire de cette manière-là. Diapositive suivante, mais je crois que j'ai terminé. Voilà, ça c'est mes coordonnées et puis les différents, à quel niveau j'interviens dans ce dispositif. Je ne sais pas si on prend un temps d'échange tout de suite ou si j'enchaîne avec la suite, Hélène. Alors, c'est un petit peu comme vous le souhaitez, mais effectivement, est-ce qu'il y a des questions peut-être pour Delphine? Je pense qu'on peut prendre ce temps-là avec les différents dispositifs, c'est une bonne idée. Alors déjà, Après, on a vu... Oui, vas-y, oui, pardon. voilà, si vous n'avez pas de questions immédiatement, vous pouvez tout à fait me recontacter. Les coordonnées apparaissent a posteriori après le webinaire, hein, sans problème. Notamment, je t'en prie, vas-y, termine. Notamment, si vous voulez des précisions sur les modalités de candidature ou autres. C'est vrai que ce que j'allais dire juste avant, effectivement, c'est que c'est intéressant de voir ce lien avec le tourisme hein, dans les deux exemples que tu as pu présenter, comment on arrive à le greffer sur le programme d'animation, c'était tes mots. Et donc effectivement, nous, on transmet le support de présentation avec ton contact si les questions viennent peut-être un petit peu après. On a deux personnes qui avaient l'air d'être au courant d'un ABC sur leur commune, donc c'était Mialet et puis Bégon, si je n'écorche pas le nom. Et donc, on retient bien la date, c'est le 16 juin, c'est ça, pour Oui. les dépôts de dossiers pour 2025. Avant le 16 juin, voilà. N'importe quand, avant le 16 juin, et quand la plateforme Démarche Simplifiée sera ouverte, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les problématiques de vote de loi de finances, tout le début de l'année a pris un peu de retard voilà, dans l'ouverture, mais ça ne saurait tarder courant mars. Merci beaucoup, Delphine. Eh bien, je vais enchaîner du coup, diapositive suivante. Donc, avant de passer la parole à Cécile Bedel, là, qui va de l'ARB, qui va présenter le programme Territoire engagé pour la nature, peut-être de vous préciser que ce programme, il fait partie d'une initiative qui s'appelle l'Initiative engagée pour la nature, qui est une initiative du ministère de la Transition écologique et qui est portée, pilotée par l'Office français de la biodiversité. Alors, cette initiative, elle se décline en trois programmes qui s'adressent à différentes cibles. Hein, les collectivités avec Territoire engagé pour la nature qui va vous être présenté plus en détail aujourd'hui, les entreprises avec Entreprises engagées pour la nature et les têtes de réseau, associations environnementales, fédérations professionnelles, syndicats de salariés qui peuvent s'engager dans partenaires engagés pour la nature. Et cette initiative vise à inciter les collectivités, les entreprises et l'ensemble des acteurs de la société à s'engager dans des démarches de progrès en faveur de la biodiversité. Cécile, je te laisse prendre la suite. Merci. Donc, c'est vrai que le programme engagé pour la nature et notamment à destination des territoires, il est national. C'est un programme de reconnaissance nationale, mais il est déployé à des échelles régionales. Et nous, en Occitanie, on a un déploiement qui est piloté par l'Adréal, l'OFB, les deux agences de l'eau et la région. Et ARB, nous assurons l'organisation de la sélection, le suivi des candidats et l'animation du réseau de candidats lauréats. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui contient 87 collectivités. Et il y en a 720 au total en France. En Occitanie, on a ouvert le programme Territoire engagé pour la nature aux communes et aux EPCI. Donc, on attend d'elles qu'elles nous fassent passer un programme d'action qui soit tourné vers l'avenir. On demande qu'il y ait 3 actions
et qui traduisent un engagement en faveur de la biodiversité. Donc, il s'agit d'actions qui n'ont pas encore été commencées. On est vraiment sur une démarche projet, sur une démarche de progrès. C'est vraiment ça, ce sur quoi on va insister. Et puis, la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Donc, si elle est reçue, eh bien, elle va durer 3 ans. Et puis après, il faudra recandidater puisqu'on est là dans une démarche d'amélioration continue. Alors, comment ça se passe ? Les collectivités, donc communes ou interco, contactent un animateur, donc en Occitanie, c'est moi. On assure un appui pour l'émergence de projets et ils formalisent au travers d'un petit questionnaire et d'un programme donc de 3 actions, comme je vous le disais, un programme en faveur de la biodiversité qui est assorti d'une délibération du conseil municipal ou du conseil syndical, voilà. Et puis ensuite, il y a un jury qui va se réunir, analyser les programmes et puis faire accéder ou pas à la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Le jury en Occitanie, c'est les 5 pilotes que je vous ai présentés juste avant et puis aussi des partenaires plus locaux pour avoir des éléments de contexte comme les conseils départementaux, les DDT, mais aussi des parcs naturels régionaux, parcs nationaux qui nous appuient pour cette sélection. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, on va travailler à un bilan des actions, on va accompagner la collectivité à essayer de trouver un nouveau programme d'action qui s'intègre dans une démarche de progrès et on va lui donner des ressources, des contacts, etc. pour vraiment bâtir un programme qui soit encore davantage qualitatif, peut-être plus engageant, plus ambitieux même. Voilà, on va essayer de toute manière de faire progresser les collectivités. Alors, il peut s'agir de collectivités qui n'ont jamais rien fait pour la biodiversité, mais qui veulent faire un peu plus. Ce n'est pas du tout le niveau de départ qui est important dans ce programme-là, c'est vraiment la progression. Donc, on a une posture plutôt d'encouragement et non d'attente de l'exemplarité dans ce programme. Donc, ce que ça apporte d'être territoire engagé pour la nature, c'est de rentrer dans le club d'Éten. Il va y avoir du coup un accès évidemment classiquement à des ressources qu'on va fournir aux besoins et en fonction des thématiques qui intéressent les collectivités. Il va y avoir aussi une mise en relation soit avec des partenaires pour apporter des ressources techniques, mais aussi et surtout des temps d'échange, de partage d'expériences au travers de tables rondes, au travers de webinaires, au travers de sorties sur le terrain, parce que voilà, quand on parle de la nature, on aime bien en parler quand on est dehors aussi. Donc on organise ça en partenariat avec l'OFB. Et on va animer, nous, les territoires engagés pour la nature avec les structures, les collectivités, qui sont aussi engagées dans des ABC. Souvent, ce sont les mêmes parce que des fois, on va s'engager dans l'une des 3 actions du programme TEL à lancer un ABC. Ou alors, à l'issue d'un ABC, ça y est, on a un programme d'action en faveur de la biodiversité, on va essayer de le faire reconnaître comme TEN et avoir le tampon territoire engagé pour la nature. Donc, les 2 dispositifs, là, ABC et territoire engagé pour la nature, dialoguent vraiment. Et donc, les communautés d'acteurs se retrouvent aussi ensemble pour ce partage d'expériences de manière régulière et tout au long de l'année. Dans le cadre de ce club-là, on a même mis à disposition un outil qui s'appelle plateforme TEN ABC pour qu'elles puissent échanger, poser leurs questions, etc. Après, il y a aussi toute une partie valorisation lorsqu'on est dans le club des TEN avec une meilleure visibilité des actions, des interventions dans des événements locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux, puisqu'on a fait partager aussi des expériences à des collectivités d'Occitanie au Congrès mondial de la nature il y a quelques années maintenant, mais on vient aussi de terminer, par exemple, la production de podcasts ou de vidéos grâce à l'OFB national et qui vont être diffusées à une échelle nationale assez largement. Donc, il y a aussi cette valorisation des programmes dans le cadre de TEN. Quelques exemples d'actions en lien avec le tourisme aussi, par exemple, dans le programme de 3 actions qui a été reconnu, la Comcom du Grand Pic Saint-Loup avait fait état d'une démarche, une autre idée du voyage. Donc elle était très impliquée avec l'Office de tourisme local et elle a fait évoluer l'accueil touristique en fonction des enjeux biodiversité, typiquement des parcours dans la nature ou des activités loisirs type slackline ou escalade qui avaient pris en compte les enjeux de biodiversité et ça, ils l'ont vraiment mis en avant. Idem sur Toreil, qui est donc là dans les Pyrénées-Orientales, qui a fait évoluer les structures d'accueil des touristes en fonction de la sensibilité des milieux, notamment dunaires, et avec un repli donc de certaines installations de la station balnéaire.
Une autre action, là, dans les Pyrénées, avec la création d'une maison de la nature, là, pour la sensibilisation des touristes, mais aussi des scolaires locaux, comme c'est illustré là. Mais c'est vrai qu'ils ont des espèces très emblématiques dans leur territoire, et cette maison de la nature permet de sensibiliser pardon, à ces espèces remarquables. Donc des territoires qui ont été reconnus et même re-reconnus au bout de 3 ans. Ces 3-là, en l'occurrence, ont renouvelé leur candidature et sont aujourd'hui encore territoires engagés pour la nature. Je vais continuer peut-être et présenter bien l'autre programme avec l'autre cible qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature. C'est aussi un programme de reconnaissance nationale. Il est déployé là plutôt à l'échelle nationale, mais nous on le promeut en Occitanie. On essaye de démarrer là un programme pour justement avoir des liens beaucoup plus directs avec les entreprises. C'est un programme dans lequel les entreprises de toute taille peuvent candidater, et elles vont le faire en 2 temps. Elles vont d'abord adhérer et puis ensuite elles vont s'engager. Alors on a 21 entreprises adhérentes, 25 engagées en Occitanie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'adhésion, ça se fait avec la signature au plus haut niveau de l'entreprise, donc directeur ou PDG, de 10 principes, 10 grands principes qui montrent que la biodiversité est vraiment un enjeu que va prendre en compte l'entreprise. Ensuite, elle va s'engager, c'est-à-dire qu'elle a 1 an pour bâtir un programme d'action en faveur de la biodiversité. Ce programme d'action, il doit contenir 2 actions au moins et 1 en cœur de métier. Alors, en cœur de métier, ça peut être par exemple une stratégie achat avec un critère sur la biodiversité. Et puis, en dehors du cœur de métier, ça peut concerner la sensibilisation des salariés, par exemple. Ça peut concerner le site d'implantation de l'entreprise. Pourquoi pas, sur son site, planter des haies, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être d'autres types d'actions. Mais en tout cas, dans son engagement, il faut qu'il y en ait au moins 1 en cœur de métier. Et puis, ce programme va être passé au crible d'un pool d'experts qui va reconnaître ou non le programme en tant qu'entreprise engagée pour la nature, enfin l'entreprise, et avec un niveau d'ambition qui va de 1 à 3 étoiles. Et au bout de 3 ans, elle va devoir renouveler là encore son engagement. C'est toujours la même logique d'amélioration continue dans l'ensemble de l'initiative engagée pour la nature. Donc en fait, ces démarches, que ce soit d'ailleurs territoire ou entreprise, ça permet de structurer en fait un programme en faveur de la biodiversité, d'avoir une vision un peu globale de tous les enjeux et de voir comment où un territoire, une entreprise va s'intégrer dedans. Ça permet de faire connaître aussi des actions en faveur de la biodiversité que va mener l'entreprise, hein. Ça peut aussi permettre d'attirer des jeunes talents, par exemple, et de montrer ce qu'elle fait de bien en faveur de la biodiversité, de mobiliser des salariés, des clients, des actionnaires autour du sujet. Donc ça, c'est quelque chose et des retombées qui sont intéressantes. Et puis là encore, une entreprise EEN va pouvoir accéder à un club où il y aura du partage d'expérience, du partage d'outils et une meilleure visibilité des actions engagées. C'est assez classiquement la même chose aussi que pour territoire, avec évidemment cette adaptation à l'entreprise et au monde économique. Alors, quelques exemples d'actions qui ont été reconnues. Alors une locale, en fait occitane à Marseillan, avec un camping, le camping Beauregard-Plage, qui a dans ses actions permis de réduire de 50% le volume de déchets sur le site. Là encore, pour intégrer des milieux très sensibles et spécifiques, notamment de dunes. Et puis, je suis allée chercher un petit peu ailleurs pour la partie loisirs, un golf aussi, mais là dans le Var, avec des actions qui concernent notamment l'obtention du label or Golf pour la biodiversité, puisque ça existe, notamment par exemple en travaillant sur le choix des végétaux pour végétaliser ces sites, ou alors l'arrosage, les économies d'eau et le choix vraiment des bonnes espèces pour pouvoir s'adapter au milieu naturel et au climat. Et la 3e action, c'était l'optimisation de la production de chaleur à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2026. Donc on se projetait là dans une amélioration effectivement progressive de l'intégration de divers enjeux et dans la transition écologique de ce golfe-là. Donc voilà 2 exemples, en tout cas en lien avec le tourisme et les loisirs, qui ont pu être reconnus à l'échelle nationale comme entreprises engagées pour la nature. Pour en savoir plus sur ce dispositif, sachez qu'il y a régulièrement et tous les mois des webinaires qui sont organisés par l'OFB national. Le prochain aura lieu le 27 mars. Je vous ai mis là le lien pour vous inscrire si cela vous intéresse. Et nos contacts au sein de l'ARB sur les 2 dispositifs territoire engagé pour la nature et entreprise engagée pour la nature. Donc si vous avez des questions sur ces programmes,
je vous laisse me les poser. Mhm. Alors, tu avais une question dans le chat, mais Delphine y a répondu. C'était est-ce que je peux candidater en qualité de chambre d'hôte éco-responsable? Et donc, Delphine a dit oui. Et donc, ce webinaire, on peut aussi inviter les offices de tourisme à le relayer à leurs socio-professionnels pour Tout à découvrir. fait, tout Effectivement. à fait. Alors, donc je parlais du lien tout à l'heure entre ABC et territoire engagé pour la nature et du fait que nos dispositifs étaient tout à fait imbriqués. Là encore, territoire engagé pour la nature et qui traite de biodiversité, traite en particulier du végétal et on a vraiment un travail de manière conjointe avec la Fredon Occitanie à qui je vais laisser la parole puisque typiquement les actions d'engagement pour le végétal peuvent tout à fait être reconnues territoire engagé pour la nature et je vais laisser la parole à Florian pour expliquer tout ce que ça revêt d'accompagner à la gestion écologique dans les espèces végétalisées. Ah, il y a Hélène, pardon. Et justement, pardon, il y a une autre question qui est arrivée dans le chat, ok. donc je la glisse juste avant de laisser la parole à Florian. Les OT et les ADT, donc Agence départementale du tourisme et Office de tourisme, est-ce qu'ils peuvent être EEN ou partenaires engagés pour la nature? Alors moi, je dirais plutôt partenaire, mais c'est typiquement une question aussi qu'on peut poser. Entreprise, c'est vraiment entreprise, quoi. Je pense qu'Office du tourisme et ADT, c'est plutôt partenaire que Oui, EEN. oui. Je pense que tu as raison, Cécile. Ouais. Super, ben merci. Florian, si tu veux, on te laisse Bon, très la bien, parole. mais merci. Donc, on va vous proposer une présentation à deux voix avec Sophie, ma collègue, qui est aussi connectée aujourd'hui, autour de l'accompagnement à la gestion écologique des espaces végétalisés qu'on propose en Occitanie dans le cadre de notre animation de réseau, du réseau GEVI, que je vais vous présenter. Tu peux passer la diapo suivante. Donc moi, je suis Florian Martel, je travaille dans une structure qui s'appelle Fredon Occitanie, qui est une structure qui est spécialiste de la surveillance de la santé des végétaux. Alors c'est un domaine d'activité un petit peu particulier qui dépend de la DRAF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. En fait, on est délégataire de services publics pour ce service déconcentré de l'État sur la question de la surveillance de la santé du végétal. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On surveille les organismes qui peuvent créer des ravages dans les cultures, donc que ce soit la vigne, différents types de cultures, notamment les fruitiers, mais aussi les problématiques liées aux forêts et également les ravages causés par ces organismes qui peuvent impacter aussi les espaces verts. Donc la spécialité des Fredons en France, il y en a une par région, hein. C'est vraiment ce côté surveillance du végétal. Donc on a des pathologistes, des botanistes, des entomologistes qui sont des spécialistes de la reconnaissance des insectes. Et donc toutes ces petites bestioles, alors vous en reconnaissez peut-être un qui est le charançon rouge du palmier par exemple, vont détruire un ou plusieurs végétaux. Récemment par exemple un longicorne dans la photo d'en bas qui détruit les mûriers platanes. Donc on a vraiment un rôle autour de cette inspection et de santé du végétal à travers un réseau de surveillance du territoire. Donc ça, c'est les activités principales de la Fredon Occitanie. Et puis, on a une deuxième activité qui est organisée autour d'un pôle environnement. On a une activité autour d'une forme d'ingénierie et d'animation de réseaux d'acteurs autour de problématiques particulières. On a des collègues qui travaillent autour des captages d'eau prioritaires. Donc, on essaie de réduire les pesticides dans l'eau potable que l'on boit tous les jours. Des collègues qui travaillent autour des espèces à enjeu pour la santé humaine, notamment les ambroisies. Certains territoires peut-être connectés aujourd'hui en ont des espèces allergènes qui causent des problèmes. Donc, on anime un réseau d'acteurs autour de ce sujet-là. Et puis, Sophie et moi, que je laisserai se présenter après quand elle prendra la parole, on anime un réseau d'acteurs autour de la gestion des espaces végétalisés. Donc, le réseau GEVI pour Jardin, Espaces Végétalisés, Infrastructure.
Donc aujourd'hui, il y a certains d'entre vous qui sont connectés, hein, comme des OGD, mais qui relaient beaucoup d'actions auprès de campings, par exemple. Les campings sont un public cible du réseau GEVI, puisque les campings sont des gestionnaires d'espaces végétalisés. C'est d'ailleurs un des atouts principaux d'un camping de qualité, c'est le végétal, avec l'ombre portée et tous les autres services qu'on va voir juste après qui en découlent. Donc, Sophie et moi, on anime ce réseau GEVI et je vais vous présenter dans la diapo suivante le principe de ce réseau GEVI. Donc, un réseau pour tous les gestionnaires d'espaces végétalisés, collectivités, structures de tourisme et de loisirs qui agit en Occitanie. Donc, moi, je suis sur la partie Est, c'est-à-dire Aix-Languedoc-Roussillon, et Sophie, qui détaillera après sa fonction, est sur la partie ouest, donc Aix-Midi-Pyrénées. Qu'est-ce qu'on fait dans ce réseau GEVI? On essaie, avec Sophie, de catalyser le changement de pratique autour de la gestion du végétal. Donc on essaie de faire changer les mentalités autour de la gestion du végétal. On va parler de plein de sujets. On va parler de la taille des arbustes, des arbres, on va parler de la tonte raisonnée des espaces herbacés, on va parler du zéro phyto, bien évidemment, puisque ce réseau GEVI est né en fait de l'animation régionale autour du zéro phyto, hein, le zéro produit phytosanitaire, zéro pesticide dans les territoires. On va essayer de vous aider, de vous accompagner à ce changement de pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être contacté tous les jours, mail, téléphone, pour des questions particulières autour de la gestion de vos espaces végétalisés. On conçoit et on diffuse des ressources techniques et de communication. Donc on crée tous les ans des guides, des fiches techniques. On a un site internet très très dynamique avec plein d'actu, plein d'infos et un centre de ressources que je présenterai à la fin. On anime des journées techniques, des webinaires, 4 webinaires par an. On présentera le premier à la fin de ce webinaire-là. Et puis, on anime un dispositif qui est une charte d'engagement qui s'adresse donc au camping de vos territoires, mais aussi aux collectivités. On voit une petite photo en bas, la commune de Gruissant, qui est adhérente à la charte engagée pour le végétal, que je vais développer dans la slide d'après. Enfin, la slide encore d'après, mais tu peux revenir simplement pour faire un petit stop sur le végétal et comment il est c'est complémentaire de tout ce qui a été dit précédemment. Nous, on contribue au maintien et à la restauration de la biodiversité en s'attardant sur le végétal. C'est la spécialité de Sophie et moi. Et le végétal, il est support de biodiversité, hein, une haie multispécifique, multistrate peut accueillir un nombre très important d'espèces d'oiseaux, peut accueillir beaucoup d'insectes par exemple. Et donc le végétal, nous, on pense qu'on peut partir d'une perception ornementale des années 80, 90, 2000 à aujourd'hui un végétal autour qui rend des bénéfices, des services écosystémiques, comme l'a présenté auparavant Cécile. Le végétal, pour nous, c'est un ombrage naturel, un rafraîchissement de l'atmosphère avec l'évapotranspiration, la captation de CO2, une amélioration de l'infiltration des eaux de pluie, un confort esthétique, une amélioration du bien-être physique et mental, un support de biodiversité et une amélioration de la fixation des sols. Donc un arbre, un arbuste, un couvert herbacé procure de nombreux services qu'on a souvent tendance à oublier et qui est important d'avoir en tête parce que mieux gérer ce végétal égale maximiser les bénéfices qu'on en retire. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, je laisse la parole à Sophie qui va vous présenter sur quelques slides notre dispositif de charte engagée pour le végétal. Donc, bonjour à tous. Du coup, je suis Sophie Albespie et du coup, on travaille en binôme en fait avec Florian pour l'animation du réseau GEVI à l'échelle de l'Occitanie. Et donc, je ne sais plus si tu l'as précisé, mais Florian est plutôt sur le secteur Est qui correspond géographiquement à l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et moi, secteur Ouest sur anciennement la région Midi-Pyrénées. Donc voilà, c'est histoire que vous puissiez identifier vos interlocuteurs en fonction de votre situation géographique. Et du coup, par rapport à ce que vient d'expliquer Florian avec tous les bénéfices écosystémiques qu'on peut bénéficier d'un végétal,
on a développé une charte qui s'appelle Engagé pour le végétal, qui tend en fait à changer la perception seulement ornementale qu'on avait des arbres et des végétaux pour tendre vers des pratiques de gestion écologique et bénéficier de ces services écosystémiques. Car en fait, on ne peut bénéficier de ces services écosystémiques que si le végétal est en bonne santé. Donc, c'est une charte qui s'articule autour de 12 engagements. Et c'est surtout un dispositif gratuit. Donc, comme il vous l'a dit, vous pouvez nous appeler à tout moment de l'année pour des questions ponctuelles, des interrogations sur des aménagements, sur de la gestion, et tout ça gratuitement. Et donc, c'est d'où l'intérêt de candidater, donc d'avoir cet accompagnement technique qui est personnalisé et gratuit, de bénéficier aussi d'un cadre qui est reconnu et qui permet de valoriser vos actions. Cette charte, elle a été travaillée, elle est validée, et tous les engagements qui y figurent, ils sont reconnus. Donc, c'est vraiment un support sur lequel vous pouvez vous appuyer pour valoriser vos engagements. Et ensuite, ça vous permet également d'intégrer un réseau de compétences, donc qui soit composé de collectivités, de campings, et tout ça en lien aussi avec nos partenaires qui sont des experts du végétal, que ce soit des associations, des CAUE, des PNR, et tout ça pour progresser collectivement dans la gestion des espèces végétalisées et tendre vers une gestion écologique et bénéficier toujours de ces services écosystémiques. Donc, notre charte, elle s'articule autour de 12 engagements qui sont tous reliés au végétal, mais finalement, en fait, ils vont avoir, ces engagements, ils vont avoir une portée même au-delà du végétal. Donc, on va vous les énumérer rapidement. Après, si vous voulez plus d'informations sur notre site, tous les engagements sont vraiment détaillés. Mais pour vous faire très simple, du coup, on commence par le premier engagement qui est l'objectif zéro phyto et zéro engrais de synthèse. Donc, comme l'a dit Florian, c'est issu de la réglementation zéro phyto et de la première animation zéro phyto en Occitanie qui avait précédé cette charte. Ensuite, l'objectif zéro plastique dans les plantations. La gestion paysagère raisonnée, donc tout ce qui va être lié à la taille des arbres, à la protection du patrimoine arboré. La végétalisation en alternative au désherbage et aux jardinières. Les bonnes pratiques de plantation et de choix de végétaux. La perméabilité des sols, le zéro arrosage superflu, objectif zéro déchet vert, l'accueil de la biodiversité, et ensuite un plan d'action global selon les moyens mobilisables. Ce qui est très important dans notre charte, c'est que en fait, on peut s'adresser à des collectivités de taille très diverses, et ça, on le prend vraiment en compte. On sait qu'il n'y a pas les moyens partout, et c'est la même chose aussi au sein des infrastructures de tourisme qui, je ne l'ai pas trop précisé, mais qui peuvent candidater à la charte. Donc voilà, on fait vraiment en fonction des moyens mobilisables. Et les deux derniers engagements qui sont l'information et la formation des équipes techniques, des agents techniques, mais également des élus quand ça concerne les collectivités. Et surtout la communication et la sensibilisation qui est un pilier fondamental pour accompagner le changement de pratique. Et sans celui-là, c'est très difficile de faire en sorte que ce soit accepté par la population. C'est pour ça qu'on a un pilier aussi là-dessus. Tu peux passer à la diapo suivante, Cécile, s'il te plaît. Alors, comment on fait pour candidater? Alors, nous, c'est une candidature qui est assez simple puisqu'il n'y a qu'un formulaire à remplir. Et nous, ce qu'on vous conseille, et même qui est très important, en fait, c'est de partager le cahier des charges en équipe, donc, et de former un peu un binôme élu-technicien. C'est très, très important pour pas que l'engagement dans la charte vienne juste d'une décision politique, mais en fait que ça ne fonctionne pas avec ce qui se passe en gestion, avec les équipes qui sont vraiment sur le terrain et qui mettent en œuvre la gestion. Donc nous, on insiste vraiment sur ça, il faut qu'il y ait un binôme qui soit formé et de partager le formulaire ensemble pour le remplir ensemble. Et enfin, en fait, c'est surtout un autodiagnostic qui permet d'évaluer le niveau qu'on a par rapport aux engagements. Et pour s'évaluer correctement, le binôme est indispensable. Ensuite, il faut délibérer de la volonté d'engagement, donc en conseil municipal pour les collectivités ou par un courrier d'engagement, pour que ce soit pour les campings ou les lycées agricoles. C'est notre volet, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Et enfin, bon, une fois qu'on a partagé en équipe le formulaire,
on le remplit en ligne. C'est assez rapide. Une fois qu'il a été préparé en amont, c'est très très rapide. Parfois, certains documents peuvent vous être demandés en justificatif, mais ils peuvent être donnés plus tard par mail. Enfin, voilà, la finalisation de la candidature est assez simple et rapide en ligne. Tu peux passer à autre chose, Cécile, merci. Et donc, à l'issue de cette candidature, donc les candidatures, elles courent pendant tout le printemps. Nous, à l'été, on prépare les candidatures, on contacte les candidats et à l'automne, on fait une tournée charte et on vient voir les gestionnaires directement chez eux et on vous dédie une demi-journée gratuite d'accompagnement. Nous, on vient accompagner de d'autres structures partenaires, comme je vous les ai citées précédemment, que ça peut être des personnes de PNR, de CAUE ou d'associations. Et on vient chez vous où vous nous présentez votre structure, comment elle fonctionne sur le plan de la gestion. Et après, on va directement sur les sites où vous nous présentez vos espaces verts et vous nous montrez vos réussites, ce que vous avez mis en place, mais également vos difficultés. Et c'est le moment où on peut discuter avec vous, essayer de débloquer des situations, de vous orienter vers d'autres structures qui pourront vous conseiller, que ce soit sur le choix des végétaux. Enfin, voilà, en gros, c'est vraiment un échange, c'est pas simplement une validation ou non d'acquis. C'est fait pour progresser cette visite-là. Et à l'issue de cette visite, donc on délibère collectivement du niveau auquel vous avez candidaté pour voir si on vous l'attribue. Et lorsqu'on délibère, on va vous donner des pistes, des choses sur lesquelles vous pourrez vous focaliser pour progresser vers le niveau supérieur. C'est toujours une logique de progression. Et donc voilà, c'est toujours dans l'idée de progresser. Et on signe du coup ensemble un acte d'engagement qui vous sert un peu de feuille de route, quoi. C'est quelque chose c'est assez succinct, l'acte d'engagement. Nous, on conseille que lorsqu'on est en visite, les gestionnaires prennent des notes, mais l'acte d'engagement, on va reprendre très succinctement ce qui sera dit, mais ça vous permet d'avoir une feuille de route pour mener des actions concrètes après sur la durée. Voilà. Et donc ça, c'était pendant l'automne. Et à l'arrivée de l'hiver, on organise une remise des prix où les gestionnaires lauréats vont recevoir le panneau d'entrée de village comme on peut voir sur le côté, ou alors c'est des plaques que l'on réalise pour les campings. Et donc c'est un moment, c'est une journée réseau, c'est fait pour un moment de convivialité, mais également on rentre dans la fonctionnalité du réseau qui est de progresser. Donc c'est une journée où on organise des conférences, des tables rondes, des rencontres avec des partenaires sur stand. Enfin, ça peut être très varié, ça dépend les années de remise des prix. Et donc voilà, c'est pour pour déjà enclencher le mouvement de la progression collective. Et donc, par exemple, cette année, la remise des prix a eu lieu à Toulouse et on l'a axée sur la protection du patrimoine arboré. Donc, c'était très focalisé sur la santé des arbres. Mais voilà, ça c'est thématique et chaque année, ça sera différent. Merci Cécile, je peux passer. Je te redonne la parole, Voilà. Florian. Merci Sophie. Donc juste 2 slides pour terminer cette présentation autour d'exemples d'actions en faveur du végétal qu'ont pu réaliser des collectivités et des campings. Par exemple ici, Grabel dans l'Hérault transforme un terrain vague en une place désimperméabilisée et végétalisée. C'est une action qu'ils ont menée dans le cadre de leur mandat et qu'ils ont réussi à valoriser au travers de leur adhésion à la charte. Ganges qui a mené un grand diagnostic de préservation de leur patrimoine arboré suite à des demandes citoyennes d'abattre des arbres pour des raisons qui étaient non fondées. Ils ont décidé de mener un grand diagnostic de leur patrimoine arboré pour disposer d'éléments factuels. Et ça, ils l'ont valorisé dans le cadre de la charte. Et lors de l'accompagnement technique, la demi-journée de terrain, on a réussi à leur donner des infos et des solutions et des conseils complémentaires. Et puis par exemple, la commune de Pouzol, qui d'ailleurs a un ABC,
est une commune qui a décidé simplement de laisser en port libre ces mûriers platanes, hein, les mûriers platanes qui sont grandement représentés dans nos communes en Occitanie et qui proposent une ombre portée très importante dans les parcs. Eux, ils ont décidé de laisser en port libre leurs mûriers platanes en les ayant un petit peu accompagnés progressivement pour avoir au final des ports euh, qui permettent une ombre portée toute l'année. Donc, par exemple, une action très simple à valoriser dans le cadre de la charte. Pareil, lors de l'accompagnement technique, on a donné quelques conseils. Et puis, à l'échelle de camping, on a le village vacances des Hauts de Saint-Privat qui a valorisé son action autour de la plantation d'une haie mellifère en double rang dans le cadre d'un partenariat avec le Parc national des Cévennes. Et puis le camping de Sérignan-Plage qui a une volonté de diversifier en essence et en strates l'ensemble du parc végétalisé du camping. Donc c'était assez impressionnant la technicité qu'ils proposaient. Donc voilà, des actions qu'ils ont réussi à valoriser dans le cadre de la charte. Et encore une fois, en parallèle, lors de la visite technique, des conseils complémentaires, des trucs et astuces qu'on a pu leur apporter le jour de la visite technique. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc voilà, globalement, pour conclure hein, sur notre présentation avec Sophie, notre cadre d'action, vous l'avez compris, c'est très centré sur le végétal. C'est à l'échelle de la gestion, c'est à destination, la charte est à destination des campings du territoire, des collectivités, un lycée agricole l'année dernière, mais vous, en tant qu'OGD, vous pouvez tout à fait relayer ce dispositif de charte auprès de vos structures de tourisme du territoire. Et on sera ravis de venir voilà, vous accompagner une demi-journée et vous aider à progresser sur la gestion du végétal. Oui, du coup, Hélène, on avait quelques slides, mais je vois l'heure qui tourne. Qu'est-ce que sur les outils Effectivement. mobilisables? Plein de choses à dire, ouais, ouais, c'est bah, merci déjà à tous les 4 parce que c'était vraiment une présentation qui est super riche. Je pense que, voilà, on peut laisser le choix. Je pense que c'est bien que vous puissiez dérouler jusqu'à la fin. Je pense D'accord, que ça peut ça intéresser et puis marche. si jamais il y a des personnes qui, doivent y aller, elles peuvent. Il y aura un replay de toute façon, voilà, qui sera rediffusé. Parfait, bah, merci beaucoup. Donc juste, tout à l'heure en début de présentation, je vous avais présenté le réseau des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, il avait travaillé sur un groupe de travail destiné à réguler la fréquentation dans les espaces de nature et donc avait, mis au point une campagne de communication qui s'appelle «La nature n'est pas un jeu». C'est une campagne qui est personnalisable avec plusieurs, supports sur lesquels était possible d'apposer le logo, de l'espace ou du gestionnaire d'espace naturel et puis d'y mettre aussi une photo qui correspondait à l'espace en question, une forêt, un lac, la mer, que sais-je, avec donc vous voyez le Scrabble ou des dés ou alors des manettes de jeux vidéo. Donc là, ça a été utilisé par plusieurs des gestionnaires d'espace naturel. C'est possible, par exemple pour, pourquoi pas, bon là vous voyez il y a une médiathèque, qui avait fait un événement sur le sujet. Donc, pourquoi pas utiliser cette campagne de communication aussi et donc contacter ma collègue qui anime le réseau des gestionnaires d'espaces naturels pour pouvoir peut-être voilà, utiliser ça pour travailler à la prise en compte des enjeux de biodiversité dans des espaces de nature qui sont des espaces qui sont quelque part parfois consommés, mais auxquels il faut faire attention parce qu'il y a des enjeux forts parfois au niveau du patrimoine écologique en leur sein. Voilà, un outil personnalisable. Et puis on en a un autre qui est aussi intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de pollution lumineuse et on a un collègue qui a travaillé vraiment à développer tout un tas d'outils pour pouvoir travailler à l'extinction de l'éclairage public. Alors il y a des flyers et affiches pour pouvoir outiller les maires de communes qui voudraient organiser une réunion municipale sur l'extinction de l'éclairage public. Souvent, il faut vraiment l'accompagner et l'expliquer. On a donc pour ça 2 plaquettes destinées à encourager. Donc ce sont des plaquettes plutôt argumentaires avec justement des illustrations plutôt humoristiques, mais derrière aussi des arguments et des chiffres qui montrent en quoi c'est intéressant d'éteindre l'éclairage public. Et puis
une exposition qui a été pas dupliquée, mais par 4. Il y a 4 expositions qui vont être très bientôt en fait à l'intérieur de certaines maisons de région et qui vont être en prêt gratuitement. Donc pour travailler aussi sur l'extinction, ça peut être aussi au sein d'un camping, hein, au sein d'une installation touristique, etc., qu'on peut avoir à expliquer pourquoi on éteint la nuit et notamment que c'est en lien avec la biodiversité nocturne, par exemple. Donc ça, c'est téléchargeable sur le site internet de l'ARB et vous avez hop, ici les 2 contacts dans notre structure pour pouvoir soit solliciter la campagne La nature n'est pas un jeu, soit les outils en lien avec l'extinction de l'éclairage public. Ah, j'ai pas mis le téléphone de mon collègue là, mais je le mettrai. Florian, je te laisse la parole. Oui. Pour Fredon Occitanie, de nombreux outils aussi empruntables ou visualisables sur notre site. Donc premièrement, sur notre site, hein, vous tapez réseau GEVI, J-E-V-I, Fredon Occitanie, vous allez tomber sur notre site qui est très très dynamique et très actualisé, avec un centre de ressources en ligne autour des 12 engagements de notre charte. Donc plein de choses pour vous aider à progresser dans la gestion. Des fiches de retour d'expérience, par exemple, qu'on a pu me créer l'année dernière. Alors un panneau, j'ai mis un panneau collectivité, mais il y a aussi une plaque pour l'entrée des campings qui seront engagés dans la charte engagée pour le végétal. Donc ça, c'est réservé aux adhérents, aux lauréats de la charte. Des affiches, des panneaux pour valoriser vos pratiques auprès des citoyens. Et puis, dernièrement, une exposition. Donc on a plusieurs expositions, dont une dernière issue d'un concours photo en 2024 sur l'arbre, donc l'arbre de ma rue, l'arbre en milieu urbain. Une exposition photo de 14 panneaux d'Ibon, des petits panneaux à mettre en intérieur, que vous pouvez nous emprunter en signant une convention avec nous, hein, c'est gratuit. Et ça permet d'animer des temps que vous avez sur votre territoire lorsque vous voulez parler de l'arbre. Donc, faut surtout pas hésiter à nous contacter, même si ça fait beaucoup d'informations aujourd'hui, hein. Donc, moi, j'incite vraiment à nous contacter par mail ou par téléphone, hein, pour faire un petit temps d'échange et pour aller plus loin si besoin. Nous, c'est vraiment notre rôle d'animateur de dispositifs comme ça. On est vraiment à votre service, à votre disposition, et ça, faut vraiment pas hésiter. Voilà, je crois que c'est alors voilà. Et ensuite, bon, on a remis nos contacts qui sont aussi sur notre site, hein, mais n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter directement pour aller plus loin. Donc une dernière slide sur l'agenda. Oui, voilà. Des temps forts un peu. Donc, j'indiquais tout à l'heure le webinaire questions-réponses sur entreprises engagées pour la nature. Début avril, l'ARB organise un webinaire sur les financements en faveur de la biodiversité. Ça fait partie de cycles de webinaires que l'ARB organise régulièrement. Voilà. Et puis nous, le 21 mars, le vendredi 21 mars à 11h, on propose une séance de questions-réponses qui va suivre une présentation de notre part autour de la charte engagée pour le végétal. On va un petit peu détailler en un peu plus précis ce qu'on a pu dire aujourd'hui et répondre surtout aux questions des participants. Et puis on mènera d'autres webinaires. On va faire une actualité sur notre site en avril, en juin et en septembre, autour notamment par exemple de la gestion différenciée des espaces végétalisés par exemple. Voilà, donc on communiquera sur notre site et à ceux qui sont abonnés à une newsletter, faut surtout pas hésiter à s'abonner à la lettre d'information GEVI. Il y en a 4 par an, c'est pas invasif et ça synthétise beaucoup de choses. Voilà. Alors effectivement, on vous repartagera tout ça. C'est assez intéressant parce que on s'était dit à la suite de ce webinaire, enfin c'est tellement dense, il va falloir peut-être voir chaque élément, chaque dispositif en profondeur. Et puis donc finalement, chaque structure fait ses webinaires. Donc nous, on va vous les relayer évidemment pour que vous puissiez approfondir ce qui vous intéresse. Peut-être juste avant de prendre, je vois qu'il y a 2 questions. On a Sophie Pirquin qui est avec nous, qui s'occupe du tourisme durable au CRT Occitanie. Donc Sophie, on a aussi un centre de ressources tourisme durable qui synthétise, qui relaie les informations de nos partenaires. Si tu veux en dire 2 mots, merci à toi.
Oui, rapidement, merci à tout le monde. En effet, c'est une page sur le Centre de ressources tourisme durable qui a plusieurs entrées, donc une entrée entreprise et une entrée plutôt collectivité OGD. Sur laquelle effectivement on recense, alors j'espère qu'il y aura tout, sinon on la mettra à jour, mais qui recense un petit peu voilà, tous ces contacts, tous ces dispositifs, comment je m'informe, comment je m'engage, comment je progresse par la formation, comment je me fais aider aussi en tant qu'entreprise, etc. Donc cette page, je crois qu'Hélène vient de la mettre en lien dans le chat. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup d'informations qui proviennent justement des experts que vous avez entendus à l'instant. Merci Sophie.